Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Luc François, je suis chargé de mission chez Elle comme une aile d'oiseau, ça veut dire Association d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement. En fait, c'est une agence locale de l'énergie qui est spécialisée dans les thématiques agricoles, donc essentiellement le bois énergie et la méthanisation sur la Bretagne et les pays de la Loire. Donc oui, comme Caroline Fisch vous disait, Soisy Crouillard n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui, c'est donc moi qui la remplace. Je vous prie de m'excuser si je n'ai pas réponse à toutes vos questions. Nous, en tant qu'association spécialisée sur la biomasse, nous accompagnons le Val d'Ille dans sa réflexion autour de cette filière. Mais bien sûr, j'ai moins de connaissances de l'ensemble des dossiers que les personnes directement représentant le Val d'Ille, dont Christian Roger, que vous avez déjà pu entendre hier pendant la plénière. Alors, très rapidement, je reprends un petit peu le contexte du territoire. Le Val d'Ille, c'est 10 communes sur un peu moins de 14 000 hectares. C'est un territoire qu'on peut appeler rurbain, donc qui est proche de Rennes Métropole. Alors on a dit hier 18 000 habitants, en fait c'est pratiquement 19 000 aujourd'hui. Vous voyez la courbe ici à droite de la démographie qui est quand même en croissance importante. Donc c'est un territoire en développement. Mais qui est aussi un territoire rural et avec une forte activité agricole, 200 exploitations. 4 600 vaches laitières pour 19 000 habitants, ça fait une vache pour 4 habitants à peu près. C'est pas mal. Le Val d'Ille représente à tout point de vue population, surface, consommation d'énergie 2% à peu près du département d'Ille-et-Vilaine. Donc c'est quand même un territoire modeste. Alors vous voyez déjà, sur cette carte, on a positionné, vous allez voir que ce n'est pas par hasard, les sources de production d'énergie renouvelable liées à la biomasse. Et pour l'instant, elles sont assez peu nombreuses. En gros, on a 2 chaufferies bois collectives. On a une chaufferie bois d'une industrie, c'est une menuiserie. On a 2 petites chaufferies à la ferme. Et on a une unité de méthanisation. Voilà. Et pour l'instant, c'est tout. Alors notre démarche est partie d'un défi qui est quand même très ambitieux, c'est de dire en 2030, le Val d'Ille devra être à énergie positive, en tout cas à l'équilibre entre ses besoins et sa production. Alors, il faut partir des besoins. En Bretagne, on a la chance d'avoir un organisme statistique assez efficace qui nous sort des chiffres. Et là-dessus, on peut voir, comme on le voyait déjà hier en plénière, un peu le profil des besoins énergétiques, essentiellement sur l'habitat, les bâtiments résidentiels, et puis ensuite en deuxième sur le transport. Ce n'est pas une approche gaz à effet de serre dont je parle ici, c'est vraiment une approche énergie. Alors, on a représenté en complément de ce graphique les apports actuels en renouvelables, toutes énergies confondues. Alors vous voyez que ce qui est significatif et ancien, c'est sur la partie résidentielle le chauffage bois, avec un apport important en bois bûche. Alors pardonnez-moi si on raisonne avec une unité qui est peut-être parfois un peu obsolète, la tonne d'équivalent pétrole. Ça vaut ce que ça vaut, soit on raisonne en mégawattheure, soit en TEP, sachant que le coefficient pour passer de l'un à l'autre, c'est qu'une TEP vaut un peu moins de 12 mégawattheures. Bref, aujourd'hui, c'est 40 000 tonnes d'équivalent pétrole qu'il faut réussir à produire sur le territoire si on veut être autonome. Dans ces 40 000, il y a déjà 2200 qui proviennent donc de la filière bois-énergie, ce qui est assez significatif. Pour le reste, une contribution intéressante, c'est le solaire, que ce soit du photovoltaïque ou du thermique, qu'on peut considérer comme remplaçant du chauffage électrique principalement, en tout cas de l'électricité, l'électricité finale. Un tout petit peu de consommation de bois déchiqueté dans des industries et puis à la ferme,
Et enfin, on voit ici tout à droite la contribution de l'unique unité de biogaz qu'on a pour 270 tonnes d'équivalent pétrole en énergie primaire, puisque c'est un moteur à cogénération qui produit à la fois de l'électricité et de la chaleur. Vous pouvez passer. Alors quand on représente ça dans le temps, vous voyez que c'est encourageant. Ces premières initiatives, développer les chaufferies, apparition d'une première installation de méthanisation, le solaire, on a une croissance de la production des énergies renouvelables sur le territoire. La biomasse elle-même représentant donc à peu près 10% des foyers équipés en chauffage principal bois, et puis le biogaz en cogénération représentant la consommation spécifique de 500 foyers sur à peu près 7000. Bon, on va voir après que le saut à faire reste énorme parce que vous retrouvez là les courbes présentées déjà hier. Donc scénario vraiment volontariste, hein, chute de la consommation, alors que la population probablement va continuer à augmenter. Ça veut dire que en consommation par habitant, c'est encore plus fort comme objectif. Et puis parallèlement, croissance de la production des énergies renouvelables pour qu'un jour les deux courbes se croisent. Et là, on sera à l'équilibre, on aura atteint le territoire à énergie positive. Alors il faut y aller par étapes. Si on vise juste 2020 sur la courbe jaune, il faut qu'on réussisse à produire 8000 tonnes d'équivalent pétrole de plus qu'aujourd'hui, toutes filières confondues. Le souci avec le territoire du Val-d'Île, c'est qu'on n'est pas très riche en ressources multiformes. En théorie, on pourrait mettre des éoliennes, parce qu'il y a du vent en Bretagne, malheureusement, couloir aéronautique, militaire, et on ne peut pas mettre d'éoliennes, en tout cas pas d'éoliennes suffisamment hautes qui produisent de façon significative. Plus un mitage de l'habitat aussi, hein, quand même. Plus des contraintes très fortes avec un habitat dispersé. Quand on dessine un petit rond de 500 mètres de rayon, autour de chaque habitation, il ne reste plus grand-chose pour positionner éventuellement des éoliennes. On n'a pas d'hydraulique, même si ce n'est pas très loin du barrage de la Rance. Les gens qui sont sur la Rance ont la chance d'avoir une usine marémotrice. Il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de chute d'eau, on n'est pas sur la côte dans le Val-d'Île. Donc le pari, c'est que les 8000 tonnes d'équivalent pétrole qu'il faut réussir à produire d'ici 2020 reposent sur les deux filières développables, que sont le solaire d'un côté et la biomasse de l'autre. Voilà. Donc c'est tout simple, il faut réussir à produire 4000 TEP ou 47 000 MWh en biomasse d'ici 7 ans. Bon. Pour avoir un peu des pistes de réflexion et puis faire des choix, déjà la philosophie générale, c'est la boucle énergétique locale, hein, c'est-à-dire produire, consommer et avoir autant que possible de retombées dans le territoire. L'organisation, ça va être des groupes de travail, une commission principalement constituée avec des élus depuis la mandature, d'une part, donc c'est la commission environnement, et puis un groupe de travail plus large qui s'appelle le groupe d'autonomie énergétique, lui qui est ouvert et qui est variable avec des contributions extérieures aux représentants de la collectivité. Et on a proposé, nous, dans le cadre de l'animation de cette réflexion, une approche par objectif. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du jeu de cartes Solagro. Pour avoir un peu se repérer dans les ordres de grandeur, tout en continuant par ailleurs des projets plus symboliques, hein, parce que la pédagogie est importante. Donc on peut faire des projets qui ne pèsent pas grand-chose, entre guillemets, en termes de production ou en termes de pourcentage, mais qui ont leur importance hein, vis-à-vis de la population. Néanmoins, qu'on veut une approche d'efficacité, il faut réussir à se dire quelles sont les filières, quels sont les projets qui pourraient peser dans la balance pour atteindre notre objectif. Et donc ce jeu de cartes, ça consiste tout simplement à dire, j'essaye de constituer des paquets qui représentent
un volet particulier, alors là on est sur la biomasse uniquement, qui vont peser quelque chose. Alors c'est souvent 1000 TEP par an. Nous on a choisi 500 TEP parce que c'était plus facile pour un territoire pas immense. Donc voilà, l'exercice consiste à dire, pour avoir 500 TEP, qu'est-ce que je peux faire? Alors on en a 3 ici qui sont seulement des exemples, hein, il y en a d'autres. Ben, pour atteindre 500 TEP, par exemple, on peut convertir 500 foyers au chauffage bois. Voilà, ça c'est une carte possible. Ça peut être un plan d'action. Rapidement, à la louche, ça fait 2 millions d'euros d'investissement si on choisit cette carte. On peut aussi se dire que on met le paquet sur la méthanisation agricole, méthanisation à la ferme, et dans ce cas-là, il nous faut 5 unités de puissance moyenne supplémentaires sur le territoire pour atteindre aussi les 500 tonnes d'équivalent pétrole annuel. Alors on est sur un investissement de 4 millions d'euros. Dernier exemple, on peut aussi miser sur la méthanisation, mais de façon plus industrielle, donc une unité centralisée, et qui, elle, par sa taille, va permettre non pas d'utiliser le biogaz brut dans un moteur de cogénération, mais de l'épurer, de le transformer en méthane et de l'injecter dans le réseau de gaz naturel. Ça, c'est l'injection directe. L'intérêt de cette option, c'est qu'on peut aussi produire du gaz naturel pour les véhicules. Et là, on attaque la colonne consommation pour les transports. Voilà, tout ça est en réflexion. Il y a plein de volets. Je pense en particulier à un élément qui est important, qui est l'expérimentation sur la valorisation des fauches de bord de route. Le Val d'Il, depuis 2 ans, entretient les bords de route avec une partie des linéaires qui sont exportés. 3 ans, pardon. 70 km d'accotement broyé, 200 tonnes d'herbe brute produite, récupérée et livrée dans des stations de méthanisation. Avec le linéaire routier, on produit entre 2 et 5 tonnes par kilomètre d'accotement broyé. Donc c'est un gisement assez intéressant et beaucoup de communes, en tout cas dans l'Ouest, réfléchissent à cette possibilité. Voilà, pour terminer, vous voyez qu'on n'est qu'au début, on dégrossit. Il y a déjà des chaufferies, il y a une plateforme bois qui a été développée, on a travaillé sur l'offre, maintenant il faut travailler sur les débouchés. C'est pas simple. Il n'y a pas de piscine à construire dans l'immédiat, il n'y a pas beaucoup de consommateurs de chaleur importants, il n'y a pas l'hôpital comme à Tramail. Donc beaucoup de choses à considérer en parallèle et des questions qui se posent par rapport à la vocation agricole du territoire. Ça c'est un débat plus général, mais aujourd'hui, si on fait le bilan de la production en céréales, la production en viande, la production en lait, on a de quoi nourrir 40 000 personnes pour une population de 19 millions. Est-ce que ça a vocation à demeurer comme ça, ou est-ce qu'on ne peut pas imaginer dans l'avenir qu'une petite part de la surface agricole utile puisse être consacrée à des cultures énergétiques? Alors des cultures énergétiques, ça peut être plusieurs formes. On exclut le maïs destiné à la méthanisation. Par contre, ça peut être du miscanthus, ça peut être des taillés très courte rotation de saule, ça peut être du colza pour faire de l'huile végétale pure en utilisation carburant. Donc il y a plusieurs options aussi. Mais c'est un débat de fond. Est-ce que l'agriculture doit contribuer significativement à la production d'énergie renouvelable? Et puis quand on pose cette question, c'est quel dialogue on mène avec les agriculteurs? Sur les 200 exploitations, il y en a une douzaine qui sont plutôt en bio et dans des filières alternatives. Donc les autres sont des agriculteurs conventionnels. Comment on discute avec ce monde agricole, ce monde professionnel-là, quand on est une collectivité très volontariste, très engagée, avec des objectifs qui faisaient partie du programme électoral de 2008. Et puis enfin, une autre question qui est plus intellectuelle, je dirais même comptable. On vise l'autonomie, mais comme on a des voisins et qu'on est un petit territoire, les projets ne vont pas forcément se faire chez nous. Donc si on livre
de l'herbe pour un méthaniseur qui n'est pas sur le territoire, est-ce qu'on considère quand même que c'est une contribution à mettre au crédit du territoire? Si on met une chaufferie bois, mais que tout le bois ne vient pas du territoire, qu'il y en a une partie qui vient de l'extérieur, comment on comptabilise ce bois qui n'est pas produit sur le territoire? Si on prend des déchets, là, actuellement il y a 2 syndicats mixtes qui récupèrent les déchets de l'ensemble des 10 communes. Ils sont prêts à fournir des déchets organiques qu'on pourrait méthaniser. Mais voilà, à prorata de quoi? Est-ce que s'ils nous donnent toutes les tontes de gazon de l'ensemble des communes qu'ils représentent, on va dire que la contribution c'est un pourcentage en fonction de l'apport des communes du Val-d'Île? Vous voyez que il y a un côté un peu artificiel aussi dans ces comptabilités-là. Et c'est une question. Est-ce qu'il faut vraiment avoir un raisonnement? Si c'est pas chez nous, ça ne nous intéresse pas, ou au contraire faire de la coopération avec des projets qui sont proches, avec une piscine qui est dans le territoire voisin, par exemple, si c'est du bois énergie avec un réseau de chaleur. Est-ce que c'est une grosse unité de méthanisation avec des apports de matière qui viendraient de l'extérieur aussi? Il y a tout ça qui est un petit peu en chantier.